BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers cette semaine, on commence avec le tête-à-tête avec un pionnier des mathématiques. Il a reçu en 2022 la plus prestigieuse des récompenses, la médaille Fields dans le domaine des mathématiques. Il est professeur à l'Université de Genève et à l'Institut des hautes études scientifiques. Il étudie notamment les changements brusques de la matière. Pour lui, les maths, vous le verrez, c'est de la joie, c'est même de la jubilation. Nous aurons l'immense honneur de recevoir Hugo Duminil-Copin. Et en deuxième partie d'émission, le pitch, évidemment, avec cette semaine Thibaut Auger, le fondateur de V-Card, une start-up qui veut révolutionner tout simplement la carte de visite. Et Josette Calaf, elle est fondatrice de Relink Industries, c'est une plateforme qui veut décarboner l'industrie. Et puis en dernière partie d'émission, c'est Fred vous répond. Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Et tout de suite, place à la joie des maths avec le tête-à-tête, Hugo Duminil-Copin. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Hugo Duminil-Copin. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, tu es mathématicien-chercheur, donc par essence pionnier. Pour toi, les maths, c'est joyeux. C'est même parfois jubilatoire lorsque tu découvres une méthode ou une preuve qui jusqu'alors totalement étrangère à la connaissance humaine. Tu es professeur à l'Université de Genève et à l'IHES, donc l'Institut des hautes études scientifiques de Paris-Saclay. Tu as reçu la médaille Fields en 2022, la plus prestigieuse des distinctions en mathématiques. Tu t'es spécialisé en probabilité que tu utilises pour étudier les changements brusques de la matière. On verra ce que ça veut dire, tu nous en parleras. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour explorer ton esprit pionnier, explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ton parcours exceptionnel. On va explorer tout ce qui se passe. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra illustrer ton parcours. Et on va essayer de se mettre à ta place. On va essayer de comprendre comment fonctionne ton cerveau, figure-toi. Parfait. Rien que ça. Donc c'est parti. Tu es né en 1985 à Châtenay-Malabry. Tu as grandi dans l'Essonne. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton enfance, le milieu dans lequel tu as grandi ? Une enfance joyeuse, donc une maman danseuse puis institutrice, un papa prof de sport, donc pas destiné à faire des maths dès sa plus jeune enfance. Je faisais plutôt, j'étais un peu un touche-à-tout, j'adorais le sport, un petit frère avec qui on faisait beaucoup de sport, voilà. Une enfance heureuse. Et donc en vallée de Chevreuse, aux Ulysses au départ, donc dans une ville dynamique, on va dire. Puis après, plus vers Bures-sur-Yvette, je suis descendu dans la vallée et je suis allé au lycée après à Paris. Donc la découverte du grand monde et de Paris. Bures-sur-Yvette, où tu reviendras plus tard, on en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, et donc, bon, évidemment, pas directement de maths dans ce contexte familial ou d'éducation. Non. Alors, comment c'est venu Alors, j'ai toujours aimé les maths, mais vraiment pas plus que je voulais devenir handballeur quand j'étais collégien. Quand je vois mon physique aujourd'hui, je me dis que j'ai fait le bon choix. Mais astronome, pompier, j'ai tout fait, sauf mathématicien. En fait, je n'avais même pas d'idée qu'on pouvait être mathématicien ou mathématicienne. Et c'est en première, en fait, où j'ai eu un échec énorme. Je me suis retrouvé avant-dernier de ma classe au premier examen de maths. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que très clairement, le logiciel que j'utilisais pour apprendre, ce n'était pas le bon en maths. Et qu'il fallait que je change ma technique. Et je me suis dit, je vais me focaliser sur ce que je ne comprends pas plutôt que ce que je comprends. Et là, il y a un truc... C'est parce que tu avais changé d'école ou peut-être... Oui, j'étais à Louis-Grand, c'est une classe spéciale, donc il y avait aussi des choses qui expliquaient, mais c'est devenu quand même, c'est arrivé de façon totalement inattendue. Enfin, tu ne t'attendais pas à être avant-dernier. Non, ça m'était jamais arrivé en maths ou dans quelconque discipline à part l'anglais. Mais, et donc j'arrive et là, je me dis, focalisons-nous sur ce qu'on ne comprend pas. Et là, il y a un truc que les maths ont révélé que je ne ressentais pas dans les autres matières, c'est qu'en fait, en maths, j'aimais bien
galéré en quelque sorte à essayer de comprendre, à essayer de changer mon intuition, etc., sur tel ou tel problème, sur telle ou telle question. Et ça a créé, quand il y a eu le déclic qui se crée et que finalement je comprenais, ça crée un sentiment beaucoup plus fort que dans les autres matières, même que dans le sport, qui était jusque-là vraiment la chose que j'aimais le plus. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, j'ai dit ah, j'adore les maths et je veux faire des maths. En 2003, tu entres en classe préparatoire, toujours à Louis-le-Grand. Ton prof de maths s'appelle Yves Duval et il te marque beaucoup. Oui, parce que Yves, c'était vraiment une personne qui acceptait d'exprimer ses émotions quand il faisait des maths. On a parfois tendance, hein, même dans l'esprit collectif, on oppose rationalisme à les gens qui sont rationnels aux gens qui sont émotifs. Or, ce n'est pas le cas. Les mathématiciens sont très émotifs aussi. Et cette personne m'a vraiment montré que c'était cohérent et qu'il n'y avait aucun souci. Et donc moi, ça m'a libéré parce que j'étais quelqu'un qui ressentait beaucoup d'émotions quand je faisais des mathématiques. Ouais. Donc de voir mon enseignant, qui est quand même le modèle qu'on a envie de suivre, avoir ces émotions quand il nous enseignait ses maths, parfois même la colère, hein, pas que des émotions positives, ça peut être de la frustration, de la... Et tu parles de la alors colère. Du coup quand tu résous un problème de maths Ah oui, moi je parle, et puis alors c'est très dépendant de mon humeur, ça impacte énormément mon humeur, et au contraire, il faut jouer justement dans ces moments où on a la niaque, ces moments où on est peut-être un peu heureux, presque béat, etc. Savoir gérer ça pour influer sur la créativité, en fait. Donc pour toi, raisonner, c'est le plaisir de jouer avec son cerveau. Alors tu entres ensuite à Normal Sup, rue d'Ulm, tu découvres que c'est le domaine des probabilités qui t'attire le plus. Et de nouveau, étonnamment, c'est venu d'une difficulté première. En fait, au début, il y a l'un des premiers concepts qu'on vous apprend quand on parle de probabilité. C'est pas évident qu'on puisse faire comme ça, étudier le hasard, parce que le hasard, c'est en général exactement ce qu'on ne peut pas prédire, ce qui est désordonné, etc. Mais donc, il y a toute une théorie du hasard. Et le premier concept qu'on vous apprend quand on vous enseigne la théorie des probabilités, c'est un concept qui semble pas très intéressant. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, mais pourquoi on me parle de ça? C'est quelque chose que j'ai vu 1000 fois sous une autre forme. Et pendant 2 mois et demi, j'ai rien compris à ce concept. Mais il y a un moment où j'ai eu le déclic, et là, j'ai fait « Ah non, mais c'est génial !» Concept, C'est le concept de variable aléatoire, ça s'appelle. Et en fait, moi, je voyais juste une fonction. C'est une fonction, une variable aléatoire. Je ne comprenais pas. Je disais, mais moi, les fonctions, on m'en parle depuis des années. Pourquoi on nomme ça différemment? Et en fait, il y avait un petit twist. Et quand j'ai compris ce twist, j'ai fait, ah non, mais j'adore cette discipline. Et de nouveau, j'ai foncé dans cette direction. Tu poursuis donc en master de probabilité et statistique à l'université Paris-Saclay. Puis en 2007, tu tentes l'agrégation de mathématiques de l'ENS, Normal Sup. Donc, comment ça s'est passé? Alors, donc oui, ça s'est très bien passé. Enfin, c'était assez surprenant comme événement parce que j'avais même quasiment oublié que je devais la passer la veille des écrits. Mon meilleur ami me dit bon, on se voit demain matin à Arcueil-Cachan, là, au centre des examens. Je suis comment ça, on se voit demain matin? Ben oui, pour les écrits de l'agrég. Oh mince! Et donc, du coup, j'étais pas préparé pour l'écrit. J'y suis allé, du coup, un peu fleur bleue. Derrière, ça m'a donné une énergie folle pour préparer l'oral. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai fini deuxième. Je ne m'attendais pas du tout. En fait, personne ne s'attendait à ce que je finisse deuxième. Et ça m'a donné une certaine forme de confiance dans ma façon de fonctionner, justement, se focaliser sur ce que je ne comprends pas forcément me focaliser trop sur les techniques ou la rapidité, les choses comme ça. Parce que jusque-là, je pensais que ce serait un frein énorme, en fait, dans la vie d'un Oui, parce chercheur. que en fait, chacun a son raisonnement, quoi. Toi, tu as ta manière de faire, d'autres ont leur manière de faire. Et toi, quelque part, tu te disais, ma manière à moi, elle est moins bien que d'autres. Je me disais qu'elle était marche moins pas bien aussi bien parce qu'il y a des manières hyper intimidantes. Moi, je me rappelle de mes collègues masculins, féminins à l'ENS. Ils étaient mais d'une rapidité, par exemple, et d'une précision. Et moi, je suis quelqu'un de très imprécis. Quand je fais des maths, je fais énormément de petites fautes. Et quand je voyais ces gens qui avaient cette capacité incroyable, je me disais, en fait, non, je ne pourrais pas devenir mathématicien. Ça n'a pas de sens d'essayer d'être en compétition avec des gens comme ça. Mais la grecque, finalement, m'a montré que cette façon un peu différente, oui, il y a des petites erreurs, mais il y a peut-être des visions un peu différentes de tel et tel concept, que c'était valorisé. Et donc ça m'a donné envie de vraiment dire, allez, donc on essaye d'aller dans la recherche. Donc en 2008, tu choisis la voie de la recherche, justement. Tu te lances dans une thèse
à l'Université de Genève. Ton directeur de thèse est le professeur Stanislav Smirnov, ça ne s'invente pas, ancien médaillé Fields, lui aussi. Comment tu expliques ce que tu étudies ? Alors, avec Stas Smirnov, alors c'était quelque chose qui était assez marrant parce que mon père et ma mère, quand ils ont appris que j'allais travailler avec Smirnov, donc quelqu'un qui a le nom d'une vodka, sur ce qu'on appelle la percolation, qui est l'étude du café, ils se sont posé une question sur est-ce qu'ils n'avaient pas raté quelque chose dans mon éducation. Donc, en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a commencé à faire ensemble, puis après, en fait, moi, j'ai un peu divergé, c'est étudier ce qu'on appelle les phénomènes de porosité. C'est-à-dire à quel point, si je veux travailler, comprendre le comportement d'une pierre ponce, par exemple, et de l'eau qui traverse une pierre ponce, ou du café avec justement l'eau qui passe entre les grains de café et qui récolte les arômes. Ah, donc il y a un vrai lien entre la percolation et la Oui, percolation, en fait, il y a un nom. Mais en fait, plus généralement, et c'est ça l'intérêt en général des études mathématiques, c'est qu'on part d'un problème précis, mais on crée une théorie qui après va s'appliquer à plein d'autres choses. Donc le problème de départ, c'était cette théorie de la porosité des matériaux. Et donc on a développé la théorie mathématique de ça qui s'est retrouvée à avoir des applications très diverses, et en particulier dans le magnétisme, qui n'a rien à voir avec la percolation. D'accord. Alors, on a une formule qui, alors je ne sais pas bien comment la prononcer, c'est limite... Alors, limite quand Alors, tu vas n nous tend vers la l'infini, Cn puissance 1 sur n est égal à racine de 2 plus racine de 2. Voilà, ça c'est un peu ton E égale MC2. C'est Alors, en tout cas qu'est-ce de qu'elle mon dit, début cette de formule ? carrière, clairement. En fait, c'est une histoire assez marrante parce que c'est un résultat un résultat de combinatoire, alors que je suis probabiliste, donc ce n'était pas vraiment quelque chose qui, a priori, était dans mon domaine de recherche, qui consiste à essayer de compter des chemins sur le réseau en nid d'abeilles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une anecdote assez marrante, c'est que quand j'arrive à Genève, c'est une des grandes conjectures dans notre domaine, et on en discute avec mon directeur de thèse, qui me dit « Hugo, les techniques qu'on a développées jusque-là ne sont pas suffisantes, ne travaille pas sur ce problème. » Je ne saurais jamais si c'était de la psychologie inversée ou pas, mais ça ne fait qu'une chose, c'est que ça m'a donné une énorme envie de travailler sur ce problème. Donc, en fait, c'est un problème qui est resté dans ma tête pendant des années. Et un jour, en nageant à Fréjus, je me suis rendu compte qu'une technique que j'étais en train de développer pour toute autre chose, rien à voir avec ce problème, qui ne marchait pas dans l'autre cas, mais ça faisait des mois que je travaillais dessus. Je me suis dit, mais en fait, ça permet exactement de démontrer cette conjecture et de façon complètement immédiate. Les 2 minutes qu'il m'a fallu pour aller jusqu'à la rive, j'avais la preuve complète de ce théorème qui était une conjecture de 1982. C'était plus âgé que moi. Et donc c'est assez marrant parce que ça m'a appris une chose. Il y avait une leçon quand même de vie c'est qu'on peut pas tout contrôler, quoi. En fait, finalement, je travaillais pas là-dessus. Et c'est ça qui a fait que j'ai résolu cette chose-là. Si je m'étais focalisé là-dessus, je n'aurais jamais eu les idées qu'il fallait pour finalement le résoudre. Suite à ta thèse, tu commences ta carrière professionnelle en tant qu'enseignant-chercheur. Tu cumules la double position de professeur à l'Université de Genève et de professeur permanent à l'IHES, donc l'Institut des hautes études scientifiques de Paris-Saclay à Bure-sur-Yvette. D'ailleurs, j'ai noté qu'entre l'endroit où tu es né, Châtenay-Malabry, et Bure-sur-Yvette, l'endroit où tu es donc professeur aujourd'hui permanent, il y a 22 km, on peut dire que tu étais né au bon endroit quand même. Ah ouais, et puis alors j'ai été élevé au bon endroit parce que ma maison d'enfance était à 300 mètres de l'Institut des hautes études scientifiques. Eh bien voilà. C'est marrant de revenir en fait à la maison. Alors tu dis que le monde de la recherche, c'est un travail d'équipe. Enfin, les victoires sont toujours des victoires d'équipe. Est-ce que tu te souviens d'un problème que tu as résolu à plusieurs cerveaux ? Parce que tu nous as parlé du problème que tu as résolu en nageant à Fréjus. J'ai seul. Là, tu étais seul. Oui. Oui, alors c'est peut-être ma plus belle anecdote, en tout cas c'est mon plus beau souvenir mathématique. On buvait un café, alors vous allez me dire que je suis un peu obsédé par le café, mais on buvait un café avec mon collègue le plus proche, il s'appelle Vincent Tassion. Vous savez, dans le milieu, les mathématiciens et les mathématiciennes qui travaillent ensemble, en fait, c'est tellement fort comme lien que très souvent, on commence juste en étant des collègues, puis on devient de très... proches amis, donc Vincent est un très proche ami. Et donc, du coup, on passait du temps juste en parlant a priori pas de maths, on buvait notre café, et là, paf, il me dit, j'ai cette idée, je ne sais pas quoi en faire, mais je la trouve fun. Et cette idée, quand il me l'a décrite, c'était exactement ce qu'il me fallait
pour faire quelque chose. C'était ce qui me manquait. C'est vraiment comme si tu étais venu avec la clé de la porte que j'essayais d'ouvrir depuis des mois et des mois. Et donc, en 3-4 allers-retours comme ça, 3-4, un genre de ping-pong intellectuel, on s'est retrouvé à obtenir une nouvelle preuve d'un théorème qui était un enfer absolu à présenter en cours. C'était vraiment... vous savez, c'est quelque chose qu'on peut faire en tant qu'enseignant à l'université, qu'on ne peut pas faire à l'école. On avait le droit de dire, en gros, bon là, les élèves, on est désolé, mais ça va être très dur pendant 3 cours. Brace, baissez les épaules et ça va secouer pendant 3 semaines. Donc on détestait tous enseigner ça. Et là, la preuve qu'on a trouvée, mais en 20 minutes, tout est expliqué, on comprend c'était un autre tout. chemin. Et c'était un chemin complètement différent et jamais je l'aurais trouvé seul. Jamais il l'aurait trouvé seul, ça a vraiment été un partage. Et ça, c'était beau, ça. C'était une séquence de jubilation mathématique. Ah oui, un sang sautait dans tous les sens après. C'est un petit peu pour ça, je pense, que vous vivez en tant que scientifique, c'est pour ce genre de moments-là. Exactement. Alors, le propre de ton métier, c'est d'être pionnier. Tu cherches des solutions à des problèmes encore jamais résolus. Tu dis te sentir à ton pic de créativité aujourd'hui et ça n'est pas passé inaperçu. Stéphanie. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous avez reçu la médaille Fields en 2022. C'est la plus prestigieuse récompense en mathématiques, considérée comme l'équivalent du prix Nobel. Cette médaille, elle est attribuée tous les 4 ans lors du Congrès international des mathématiciens et elle est remise au maximum à 4 chercheurs de moins de 40 ans. Parmi les 44 lauréats de la médaille Fields depuis sa création en 1936, 12 sont des mathématiciens dont les travaux ont été réalisés en France. Parmi eux, il y a le franco-brésilien Arthur Avila, Cédric Villani, récompensé en 2010, ou encore Alain Cohn, qui lui reçoit la médaille en 1982. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots cette découverte et éventuellement s'il y a des applications ou pas encore? Alors, je pense que j'ai posé un problème au comité Fields, quelque chose d'assez subtil, parce qu'ils aiment bien juste prendre une découverte, justement, et l'isoler et dire c'est pour ça. Et dans mon cas, en fait, j'ai une vision plus percolative, justement. J'essaie d'aller dans plein de directions, de faire plein de petits pas pour faire progresser une théorie globale. Donc, les résultats, en fait, qui ont été récompensés, c'est essentiellement le fait que cette fameuse théorie de la percolation pour la porosité, en fait, elle était comprise que dans un cas très particulier qu'on appelle le cas de la percolation indépendante, peu importe, c'est technique, mais... et en fait, le problème, c'est que c'était pas... Du coup, ça ne s'appliquait pas bien à d'autres phénomènes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu développer une théorie plus générale de la percolation. Et c'est ce que j'ai fait tout le long de ma carrière. Donc en fait, ce n'est pas un résultat qui est sorti du lot, c'est un ensemble de résultats qui ont développé cette théorie générale qui a du coup plein d'applications en physique théorique. Parce que si on parle, tu me demandais quelles sont les applications, j'imagine que tu as en tête plutôt des applications technologiques ou des choses comme ça. La vision que j'ai des sciences, c'est que on est des mathématiciens, des mathématiciennes et on travaille en groupe en quelque sorte, non seulement sur chaque projet, mais aussi il y a une espèce de relais entre les différents mathématiciens et mathématiciennes, dans le sens que moi, mes motivations, elles sont purement esthétiques. Je n'ai jamais en tête les applications. Ouais, pas encore. Ce n'est pas ce qui m'inspire. Donc, c'est pour ça que j'essaye de ne pas les avoir. L'inspiration aujourd'hui? Je les trouve justement à travers le fait que j'ai cette idée naïve que si j'ai une idée qui est jolie, c'est que probablement, c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Alors, il y a aussi tous les différents chemins avec lesquels tu peux arriver justement à ces recherches-là. Et ce que tu mets en avant aussi, c'est le fait que avoir justement d'autres activités et savoir prendre du recul par rapport justement à son sujet, ça permet de revenir souvent sur le même sujet avec d'autres angles. C'est ça qui te permet de trouver des chemins, des raccourcis. Pour moi, quand j'étais plus jeune, particulièrement en thèse, j'avais tendance à vraiment faire énormément de mathématiques. J'avais du mal à déconnecter parce que c'est aussi une passion. Donc les métiers passion, on sait bien comment ça se passe. On a du mal à déconnecter. Et en fait, avec les années, je me suis rendu compte que la déconnexion m'apportait énormément parce que quand on déconnecte, on revient, mais on revient sur l'objet d'un angle différent. Et ça s'est renforcé, bien sûr, avec la naissance de ma fille. Et voilà, alors ça, c'est mon chien. Voilà, par exemple, ça occupe. Je peux vous dire que quand on promène le chien, on ne peut pas penser à 100%, quand il fait 55 kilos, aux maths. Il faut être focalisé aussi sur lui. Et en fait, finalement, ces états
où on se déconnecte, on reconnecte, où on est connecté mais que partiellement, et ben en fait ça a plutôt boosté ma créativité, je dirais, que bloqué. Donc le temps a été remplacé par moins de temps, mais un temps qui est bien meilleur. On va faire profiter un petit peu les auditeurs des pionniers de tes talents de Oui, vulgarisateur. On va oui. parler un peu de maths, mais avant cela, on va commencer par un petit état des lieux des maths en France, Stéphanie. Oui, et c'est pas glorieux hein, si la France a toujours eu de grands mathématiciens, 12 médaillés Fields, deuxième nation derrière les États-Unis. En la matière, eh bien, on obtient les pires résultats dans les classements internationaux. La dernière enquête Teams, qui évalue les performances en maths des élèves de primaire et collège dans le monde, place la France au dernier rang en Europe et avant-dernier dans les pays de l'OCDE. Aujourd'hui, le niveau moyen en maths des élèves français de 4e est à peu près égal à celui des 5e de l'année 1995. Le nombre d'enseignants-chercheurs a diminué de 20% ces dernières années. Et pour inverser la tendance, le gouvernement a organisé les assises des mathématiques auxquelles vous avez participé. C'était en novembre dernier. L'objectif de ces assises, c'est de bâtir une stratégie à horizon 2030 et faire que les maths participent à la résolution des défis de demain. C'est comme ça que c'était en tout cas vendu par les assises des mathématiques. Alors, Tout à fait. on va essayer de reprendre très rapidement les bases. En quelques mots, les maths, c'est quoi pour toi? Les maths, pour moi, alors ça c'est une question compliquée. Ah, et il j'avais va falloir faire. À chaque fois, je me dis, il faudrait que je réfléchisse à ça pour avoir. Non, les mathématiques, c'est en quelque sorte l'art de faire des liens. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que le but, c'est de partir du spécialisé, du spécifique, de l'exemple, essayer de créer des choses unifiées, un langage. Mais c'est plus qu'un langage des C'est techniques, des théories et des concepts, méthodes. des théories qui vont permettre de traiter communément différentes choses. Très bien. À quoi ça sert? Alors, du coup, de facto, quand on crée des théories qui permettent, des objets, des théories, des concepts qui permettent de parler de plusieurs choses à la fois, en général, elles permettent aussi de mieux en parler. Parce que les spécificités de chacune des choses vont apporter de la richesse à l'objet qui les décrit. Et donc, on peut, à partir de là, Mieux se comprendre, en fait. quelque on part. peut se comprendre et on peut surtout comprendre plus loin. C'est-à-dire qu'au début, on développe ces outils pour comprendre telle ou telle chose, mais après, on comprend plus loin. Et quand on comprend plus loin, on peut décrire de nouvelles choses qui se passent, par exemple, dans l'univers. Et on peut, du coup, développer de nouvelles technologies, etc., etc. Bon, au quotidien, ça sert aussi à savoir faire ses comptes et donc, quelque part, à faire en sorte que toute la vie se passe correctement. Alors, oui. Ah, attends, j'ai pas fini avec Ouais. mes questions. Parce que je sais qu'on peut en avoir Ouais. pendant des heures. Alors, juste très rapidement, les grandes catégories de maths, tu es classé, il y en a combien? Alors, c'est compliqué, mais on va dire que ça dépend un peu des objets qu'on étudie. On parle en général de l'algèbre, de la géométrie et de l'analyse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces choses-là s'intersectent de plus en plus, elles se fragmentent, on peut parler maintenant de la combinatoire, on pourrait même prendre l'informatique théorique. C'est une question, alors là, je pourrais vous faire une liste de 15 sections différentes. Alors maintenant, le vrai sujet, comment on peut faire pour réconcilier notre société avec les maths? Alors, pour rebondir d'ailleurs sur ce que tu as dit avant, les maths, ça sert aussi dans le quotidien. En fait, il y a un premier problème, je pense, quand on parle des mathématiques à nos jeunes ou quand on parle des mathématiques dans la société, c'est qu'on ne parle que des applications des mathématiques. On oublie qu'il y a des mathématiques citoyennes, des mathématiques de tous les jours. Quand on parle de comprendre un raisonnement logique, quand on est en train de lire un article, quand on est en train d'analyser une information, on fait des maths parce qu'on est en train de réfléchir à ce qu'est l'hypothèse, ce qu'est la conclusion, quels sont les différents raisonnements qui mènent. Quand on va acheter une maison, etc., on nous demande finalement d'avoir une notion des nombres qui n'est pas si triviale que ça. On a aussi une notion de la géométrie, etc. Donc je pense qu'une première chose, c'est qu'on pourrait essayer, il faut essayer, et c'est ce qu'essaye de faire l'éducation nationale, mais de remettre finalement l'enseignement des mathématiques comme étant l'enseignement de quelque chose de fondamental pour chaque citoyen et citoyenne, et non pas quelque chose qui va être utile seulement pour les happy few, qui est les quelques personnes qui finalement en feront leur métier. Parce qu'aujourd'hui, on a cette impression que les mathématiques, ça sert qu'à moi essentiellement. Peut-être à un ingénieur et puis quelqu'un dans l'assurance, mais pas à tout le monde. Or, les mathématiques, on s'en sert tous les jours. Et il y a même un autre point clé, c'est que les mathématiques, c'est aussi
un objet culturel, en fait. À travers l'histoire des mathématiques, on voit aussi l'histoire de l'humanité. On apprend l'histoire. Pourquoi ? Parce que ça nous donne des clés de lecture sur notre monde aujourd'hui. Mais les mathématiques, quand on apprend aussi l'histoire du raisonnement humain et ça nous donne des clés pour la compréhension du monde d'aujourd'hui. Une question pour finir. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ce que tu peux dire à tout le monde pour transmettre ta joie et ton envie des maths ? Alors, très bonne question. J'espère que j'aurai une bonne réponse. Mais moi, en tout cas, la chose que je vois, c'est qu'on corrèle être bon en maths avec aimer les maths. Et je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Quand on dit qu'on aime la lecture, on n'est pas en train de dire qu'on est bon en lecture. En général, c'est juste qu'on apprécie la discipline. Je pense que la même chose est possible en maths. On n'a pas besoin d'être bon en maths pour aimer les maths. Donc j'encourage tous les gens à se poser cette question. Juste faites un petit peu de mathématiques, essayez de résoudre des énigmes mathématiques. Il n'y a pas besoin en général de connaissances. Essayez de résoudre. Passez de cet état où vous ne comprenez pas à l'état où vous comprenez. Et ce moment-là, ce passage de l'incompréhension à la compréhension, il produit énormément de plaisir. Et quel que soit le niveau de la personne, on peut avoir 6 ans et se poser une question d'un empilement de 3 cubes. On peut être un mathématicien ou une mathématicienne professionnelle et se poser des questions que personne quasiment dans le monde ne peut comprendre. Il y a le même sentiment. Donc vous pouvez aimer les maths, quel que soit votre niveau, juste pratiquez-les dans le sens, posez-vous des énigmes, trouvez des énigmes mathématiques et essayez de les résoudre. Eh bien voilà, passer de la compréhension à l'amour des maths et inversement, eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir partagé ta passion, ton optimisme et ta joie des maths qui est contagieuse. Bravo pour ton esprit pionnier qui ne lâche rien et tente de résoudre les problèmes sous tous les angles. Tout cela pour le plaisir de jouer avec son cerveau. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.